told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules and bubble mice. Yeah. Bonjour et bienvenue du côté de Rachis, une émission présentée par Géraldine Roux et les invités de l'Institut universitaire européen Rachis. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Isabelle de Mecquenem, professeure agrégée de philosophie, membre du Conseil des sages de la laïcité de l'éducation nationale, du conseil d'administration de l'Institut Rachis, déléguée à la laïcité dans l'instance dirigeante de la LICRA pour les années 2022 à 2025 et membre du comité de rédaction de la revue Droit de vivre de la LICRA. Et je reçois également Gérard Rabinovitch, philosophe, sociologue, directeur de l'Institut européen Emmanuel Levinas, vice-président de l'Institut Rachis et l'animateur des ateliers républicains d'Elnet. Cette émission sera consacrée à la découverte de la parution en février dernier d'une série de 6 tomes intitulée L'avenir d'une désillusion, publiée aux éditions Hermann dans la collection Questions sensibles, que vous co-dirigez, Isabelle de Mecquenem, avec Céline Masson. Isabelle de Mecquenem et Gérard Rabinovitch, bonjour. 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 Alors, pour une première question, L'avenir d'une désillusion comprend 6 livres, des livres courts, pédagogiques, engagés, pour comprendre les grands débats qui agitent nos sociétés en pleine évolution et propose une analyse, chacun depuis une dimension différente, des crises civilisationnelles contemporaines. Alors, pour la première question, Isabelle, je vais peut-être m'adresser à la directrice de collection. Pourquoi cette publication et à quel lecteur s'adresse-t-elle? Merci Géraldine. Je dirais que notre postulat est un paradoxe. Nous sommes partis de l'idée que le présent vivant, ai-je envie de dire, nous était plus opaque que le passé et qu'à partir de là, il fallait proposer aux lecteurs des clés de lecture de nos sociétés démocratiques qui, comme vous l'avez souligné, sont marquées, je crois que c'est vraiment un consensus, par des bouleversements véritablement fondamentaux. Alors j'en citerai 2 pour exemple. Nous vivons, je crois, un regain identitaire qui n'a échappé à personne dans le registre, par exemple, politique et religieux. Nous en avons eu aussi des témoignages très récents à travers la campagne électorale, dans une société qui est décrite comme une société liquide, c'est-à-dire de liquéfaction des repères et des normes d'action. Donc déjà, cela, c'est vraiment un paradoxe considérable. Je citerai également comme exemple, et là on va revenir directement au contenu effectivement de ces 6 volumes, je crois que nous observons un regain des idéologies, alors que nous pensions les avoir justement dépassé, ces idéologies. Et je définirais la notion par une double caractéristique. Qu'est-ce qu'une idéologie? C'est une lecture du monde qui va dans un seul sens, ce qui est déjà tout à fait problématique. Et puis par ailleurs, dans la notion d'idéologie, il y a aussi l'idée d'une contrainte de pensée. Et à nouveau, là, on découvre un très fort paradoxe, puisque nos sociétés sont des sociétés de liberté et des sociétés dans lesquelles le niveau d'éducation a considérablement progressé, en tous les cas où il s'est élevé. Donc voilà, d'où vient ce regain des idéologies dans un tel contexte? C'est vraiment tout à fait énigmatique. Donc nous avons mobilisé toute une équipe, alors pluridisciplinaire, mais pour travailler sur des ouvrages disciplinaires. Chacun, dans son registre, adopte effectivement un prisme disciplinaire, et c'est donc l'ensemble, si vous voulez, qui compose une série donc pluridisciplinaire pour développer des regards, des lectures sur ces différentes problématiques éminemment contemporaine. Merci Isabelle pour votre réponse. Gérard, est-ce que vous souhaiteriez ajouter peut-être quelque chose sur cette première réponse? Moi,
comme j'ai été invité gracieusement et gentiment et généreusement par les deux dames, dont Isabelle et Céline, à contribuer à cette collection par un ouvrage, moi, j'ai trouvé le titre générique « Avenir d'une désillusion » comme vraiment porteur et bien au cœur des problématiques contemporaines. Mais je l'ai rattaché, évidemment, comme vous l'avez évoqué, à la désillusion selon Freud, hein, et dans l'avenir d'une illusion. Là, c'est l'avenir d'une désillusion, mais aussi à une notion que j'ai essayé moi-même de mon côté de développer, c'est-à-dire la nécessité aujourd'hui, au vu de l'expérience historique, et là, je reviens moi plutôt sur le passé, la nécessité d'une sorte d'éthique de la désillusion. Une éthique qui n'est plus celle des lendemains qui chantent, qui n'est plus celle des utopies qui ne délivrent en fait que du totalitarisme, mais qui s'appuie sur une sorte d'anthropologie lucide, nécessaire aux politiques, lucide par nécessité et désenchantée par évidence. Et je crois que c'est ça le pas nécessaire de côté, d'un point de vue épistémologique et d'un point de vue éthique, à faire pour pouvoir penser le contemporain et éventuellement sauver quelque chose du devenir de nos sociétés, de nous-mêmes et pour être grandiloquent de l'humanité elle-même. On pourrait citer un proverbe russe, mais pas de la Russie poutinienne, mais un proverbe de la culture russe qui dit qu'un pessimiste est un optimiste bien informé. Ou on pourrait utiliser aussi une maxime comme ça apocryphe de Woody Allen sur le loup et l'agneau, dans laquelle il dit oui, oui, à la fin des temps, le loup et l'agneau dormiront l'un près de l'autre, mais l'agneau, il ne va pas dormir beaucoup. Voilà. Non, voilà. Mais je pense plus à Paul Ricoeur, qui parlait de l'humain comme le résumait sur la propension au mal et la disposition au bien. Je trouve que c'est une bonne façon générique qu'on a intégrée pour penser le politique aujourd'hui, propension au mal, disposition au bien, ou alors de Horkheimer qui disait qu'il fallait attendre le pire, mais tenter quand même le bien. Il m'a semblé que aussi l'ensemble de ce qui était produit dans cette idée fameuse de cette collection et de ces ouvrages consonnait avec ce que j'essaye de dire là. Oui, d'autant plus que depuis ce titre générique de l'avenir d'une désillusion tel que vous venez de le présenter, d'en présenter, disons, les linéaments, Gérard, se dégagent aussi différentes formes de crise, me semble-t-il, en tout cas à la lecture que j'ai pu en avoir, et également à la lecture et au fait d'avoir suivi également vos séminaires sur les crises civilisations contemporaines que vous proposez en ligne notamment. Et des questions qui sont celles aussi peut-être d'une ligne éditoriale propre à questions sensibles, peut-être Isabelle de Mecquenem. Je me dis en fait que chacune de ces crises est comme un prisme et comme intégrée à un prisme général. Je pense par exemple au titre de cette série de volumes, Crise de l'autorité et de la vérité, Crise de la gauche, Crise langagière, Crise de la raison publique, Crise des repères identitaires ou crise du débat démocratique. Donc, ce sont les titres de chacun des livres de cette série. Et la question que j'aimerais vous poser à tous les deux, c'est de comprendre, est-ce que ces crises sont indépendantes ou est-ce qu'elles seraient le symptôme d'un malaise plus profond, et notamment celui de nos institutions? Isabelle, peut-être? Oui, absolument. Moi, je dirais que le fil conducteur des 6 volumes, si je devais le reformuler autrement qu'en me situant sous l'illustre patronage, effectivement, de Freud, hein, que Gérard a rappelé, je dirais que ce fil conducteur est le rapport aux normes des individus. Hein. Et les normes, non pas en ce qu'elles nous aliènent ou nous asservissent, mais au contraire en ce qu'elles nous permettent d'être ce que nous voulons être. Hein. Donc voilà, cette crise, je la situerais dans ce rapport aux normes, sachant qu'il existe des normes éthiques, politiques, etc. Mais aussi la vérité est une norme. On a tendance à l'oublier.
hein, donc c'est une norme constitutive, ce sont des normes constitutives que celles qui ont été envisagées à travers ces volumes et surtout sous l'angle de ce diagnostic d'une crise. Donc effectivement, les institutions sont porteuses de normes dans leur acte de fondation moderne, hein, c'était leur finalité même que d'être des porteuses de normes, qu'elles soient encore une fois éthiques ou politiques ou sociales en l'occurrence. Donc elles sont normalement, ai-je envie de dire, structurantes pour les individus. Donc dans la mesure où le rapport aux normes a été confié en quelque sorte aux individus eux-mêmes, hein, ce diagnostic d'hypersubjectivisme que vous avez souligné, Géraldine, eh bien, il me semble qu'effectivement, c'est tout un édifice qui s'écroule et voilà ce en quoi consiste cette crise plus générale qui sous-tend toutes les crises qui sont spécifiées à travers les différents volumes. Gérard, vous voulez peut-être ajouter sur la question de ces crises civilisationnelles? Oui, c'est-à-dire, moi j'entends parfaitement et je souscris totalement à ce que vient de dire Isabelle. Ce qu'il me semble, c'est que là aussi, vous aviez employé le mot malaise et moi je dirais, encore une fois, c'est Freud, c'est-à-dire malaise dans la culture. Et ce malaise dans la culture fait symptôme aussi à travers le dysfonctionnement des institutions. C'est-à-dire que si elles ne fonctionnent plus, c'est aussi parce qu'il n'y a plus l'adhésion à ce dont elles sont constituées et de ce dont elles sont porteuses. Et cet effondrement, en l'occurrence, ces institutions, normalement, sont le produit de quelque chose normatif, on dira éthico-psycho-cognitif, et elles en sont les amplificateurs et les relais et les faiseurs de durabilité. Mais s'il y a une crise, la crise, elle n'est pas celle des institutions, elle est celle du déplacement qui s'est produit et qui se produit de façon permanente en ce moment, même presque en hubris, entre, je ne sais pas comment l'appeler, l'espace public, la société civile, et puis ces institutions qui apparaissent de plus en plus en hiatus avec ce qui se produit dans les sociétés. Alors, ce qui se produit dans les sociétés n'a pas l'air de marcher. C'est pour ça qu'on dit le terme de malaise dans la culture et la référence au malaise dans la culture de Freud me semble pertinent. C'est que elle ne marche pas vers un mieux, mais elle marche plutôt vers un effondrement. Elles ne dépassent pas pour le meilleur le normatif des institutions, mais elles sont en train de régresser dans l'archaïque. Voilà. Eh bien, nous allons faire un premier interlude musical en écoutant S. Brent, Ça brûle, il brûle, en yiddish. Donc, c'est un poème yiddish écrit en 1938 par Mordechai Birtish à la suite du pogrom de Bzidik, survenu le 9 mars 1936 et interprété par Catherine Ringer et David Krakauer en février 2015 à la Maison de la Radio. Untersteht der Brand.
das Städtel, ist euch teuer, nimm dich heim, lässt das Feuer und die Weize winden unser Städtel brennt. Il brûle notre pauvre village, froid des flammes, froid du carnage, vent mauvais, vent de haine. Il brûle notre cher village. Il brûle, hélas il flambe. C'est notre ville qui flambe, toute notre vie qui flambe. Vent cruel, vent de haine qui souffle et déchire, se déchaîne. Et le feu se propage à l'entourage, mes frères. Et vous restez là, sans rien faire, juste à regarder, les bras baissés. Ne baissez pas les bras, mes frères, agissez car il brûle notre cher village. Froid des flammes, froid du carnage. Ne baissez pas les bras, mes frères, combattez car il brûle notre pauvre village. Et nous sommes de retour du côté de Rachis avec pour invité Isabelle de Meckenem, membre du Conseil des sages de la laïcité de l'éducation nationale, et Gérard Rabinovitch, philosophe sociologue, directeur de l'Institut européen Emmanuel Levinas, pour présenter L'avenir d'une désillusion, série de 6 tomes publiés aux éditions Hermann dans la collection Questions sensibles que vous co-dirigez, Isabelle de Meckenem, avec Céline Masson. Alors, Isabelle de Meckenem et Gérard Rabinovitch, vous avez co-dirigé un volume chacun, un volume de cette série, Crise de la raison publique, sous-titré La vie démocratique et ses ennemis, pour vous Isabelle, et Crise de l'autorité et de la vérité, pour vous Gérard. En introduction de ce livre, que vous nommez Gérard Invitation, vous présentez depuis des précarités généralisées la notion de carence éthique, au même titre qu'il existe une carence affective ou une carence alimentaire. Qu'entendez-vous par carence éthique? Je pense que pour exister en tant qu'être humain, on a besoin de ces 3 choses-là. On a besoin de ne pas être en carence affective, parce que sinon on est dans une détresse et une déshérence importante. On a besoin de ne pas être dans une carence alimentaire, sinon on est affaibli. Et puis si on n'a pas, si on est dans une carence éthique, eh bien on ne sait pas vivre avec les autres et on ne sait pas se soutenir dans ses idéaux du moi. Et ce que je voulais dans cette formule-là, parce que la carence éthique, c'est un peu une expression de Krakauer dans la période du pré-nazisme et qui observait… Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est Krakauer? Siegfried Krakauer, c'est à la fois un sociologue et un philosophe de la période de Weimar, dans l'environnement de l'école de Francfort, sans en faire vraiment partie, un peu comme Walter Benjamin, un peu comme Gershon Scholem. C'est tout un milieu qui est un milieu d'intellectuels juifs de gauche, anti-totalitaire et socialisant, sous Weimar.
Et Krakauer a une œuvre sociologique et politique très importante, aussi bien sociologique en travaillant sur les milieux comme les employés, par exemple, et une œuvre culturelle et je dirais philosophique, par exemple, ayant travaillé sur le cinéma de Caligari à Hitler, le cinéma expressionniste comme un cinéma qui était préannonceur et prépositionneur de la possibilité du nazisme après. Donc, et ce qu'il observait sous Weimar et dans l'espèce d'effondrement général qui se produisait et dont se nourrissait l'hitlérisme montant, c'était l'état de carence éthique qui laissait les gens sans abri. Voilà. Et l'humanité a besoin de ces trois abris. Voilà ce que je voulais dire. Et nous sommes dans une situation où, en effet, nous n'avons plus de ressort éthique, sinon un substitut à l'éthique, c'est une moraline, comme disait Nietzsche, une moraline de façade et qui ne vaut pas grand-chose. Vous dites toujours dans ce livre, dans ce volume que vous avez dirigé, Crise de la raison publique, vous dites « Longtemps, on a pensé dans l'éclairage des Lumières que le progrès des sciences et des techniques et le progrès de l'humain dans l'homme marchaient d'un même pas. Longtemps, on a pensé que le seul danger qui guettait la société civile se trouvait dans l'état coercitif, dans les forces politiques de l'oppression et de la tyrannie. » Donc, je vous cite donc à la page 21 précisément. Cette croyance, est-ce qu'elle n'est pas mise en pièces depuis de nombreuses années? D'abord, il faut revenir avec cette idée que le progrès de l'humain dans l'homme et le progrès des sciences et techniques marchent d'un même pas, c'est le fondement même des Lumières. Oui. C'est les Lumières qui ont porté tout ce qu'il y a de bonne vie au cours du 19e siècle. C'est ce qui a fait cette marche-là. Cette marche où, en effet, pendant un temps, la connaissance de la science, la connaissance des techniques, les découvertes, en partie servaient aussi au mieux vivre humain. C'est-à-dire qu'il y avait un travail de ce qu'on appelle en philosophie politique la vie bonne. Et en effet, au niveau social, on a eu l'abolition du travail des enfants, on a eu la création de l'éducation publique, on a eu la santé publique, on a eu la liberté d'expression, la liberté d'édition. Enfin, toute l'histoire du 19e siècle est faite aussi de ça. Mais il y a une faillite, ou plutôt une faille dans les Lumières. C'est que ça repose sur l'idée d'un homme qui serait bon et qui serait raisonnable par nature. Or, il n'est ni bon ni raisonnable par nature. On revient à nos discussions précédentes, là, il y a un instant. Et dans cette faille-là, à l'ombre des Lumières, un certain nombre de choses ont travaillé et se sont développées, qui sont le tout écrit, le tout dit, dans lequel le nazisme a fait son nid. Aussi bien l'eugénisme, aussi bien l'euthanasie, aussi bien le racisme, aussi bien l'antisémitisme, etc., etc. La naissance des camps de concentration, bref, et les exterminations. Elles ont commencé dès le tout début du XXe siècle, avec les héros en Namibie. Voilà, ça c'est ces choses-là qui sont importantes à envisager et à penser. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quant à l'état coercitif, c'était déjà là au XIXe siècle avec les mouvements anarchistes qui croyaient que l'État était par nature tyrannique et qui donc ont monté toute une opération de tyrannicide qui était en fait des attentats contre les chefs et puis les agents des chefs, c'est-à-dire les militaires, les juges, et puis finalement, dans une espèce d'hubris, n'importe qui dans la société civile. Hein, on n'a pas attendu les attentats du XXe siècle pour voir des attentats, y compris à la voiture piégée, tels que ça se produit aujourd'hui, ça se faisait au XIXe siècle. Et cette idée-là de l'État coercitif est restée ancrée dans une incompréhension qui a été faite au XXe siècle
de ce qu'a été le nazisme et le communisme, mais en particulier du nazisme, qui a toujours été identifié et rapporté au Léviathan de Hobbes, sans penser que plutôt qu'un État coercitif, le nazisme était un État de délitement et de gangstérisme, et qu'il ressemblait plus au Béhémoth tel que Hobbes le nommait, plutôt qu'au Léviathan. Et sur ce contresens-là, originel, on a toute une espèce d'anti-autoritarisme contemporain qui confond l'autoritarisme non légitime avec les autorités légitimes pour qu'une société et que la vie bonne continue. Isabelle, voulez-vous ajouter une analyse ou... Ce que je veux dire, c'est que ce que Gérard Rabinovitch vient de souligner s'applique tout à fait à la perspective que j'ai cherché à développer dans mon propre volume, effectivement, Crise de la raison publique. Et sur les 8 textes donc, qui composent ce volume, 3, et c'est tout à fait symptomatique, portent sur les redéfinitions de l'individu contemporain. Parce que ça donne, je crois, une espèce de clé de lecture aussi de ce titre qui peut paraître abstrait et énigmatique. La crise de la raison publique, c'est justement un projet qui émane des Lumières, qu'on pourrait suivre de Condorcet, en passant par Kant et en allant jusqu'à Rawls, par exemple, qui est ce représentant de la philosophie rationaliste au XXe siècle et qui est considéré comme le plus grand philosophe américain contemporain. Bon, donc là, il y a une perspective à travers ces grands auteurs-là qui tous militaient au meilleur sens du terme pour une raison publique, c'est-à-dire pour une politique rationnelle, pour une politique gouvernée par la raison. Et Gérard a rappelé que cette rationalité avait été plus que battue en brèche par les expériences totalitaires du XXe siècle. Donc, je reprendrai tout ce qu'il a évoqué à mon compte, effectivement, et ça m'a inspiré pour, encore une fois, composer ce volume. Donc, 3 textes qui portent sur la crise de l'identité individuelle, et c'est tout à fait symptomatique, puisque, comme je le disais également tout à l'heure, nous sommes dans un regain identitaire qui traverse nos sociétés démocratiques pluralistes. Autrement dit, les individus que nous sommes, et là on retrouve, j'ai presque envie de dire, une grille de lecture de la vie quotidienne, de la vie banale, nous sommes sommés de nous définir alors que nous avons de moins en moins de moyens pour le faire, puisque précisément il y a cette crise des normes et des institutions par ailleurs. Et d'ailleurs, si j'ai un regret à formuler à propos de cette série, en discutant avec vous, je me dis qu'il manque au moins 2 volumes. Un volume qui aurait été consacré à l'école, voilà, parce que c'est la chambre d'écho de toutes ces crises ambiantes, et un volume consacré au travail également, à l'expérience du travail. Voilà, en quoi cette expérience doit être idéalement, d'un point de vue normatif, j'ai presque envie de dire, anthropogène. C'est une expérience anthropogène que celle du travail. Donc voilà, ce n'est plus le cas, il manque 2 volumes à cette collection, mais voilà, nous le ferons plus tard. Si je peux me permettre de rajouter juste une bricole, merci Isabelle. Je l'ai entreaperçu dans la construction de mon propre ouvrage et en effet, il y aurait un ouvrage entier à faire là-dessus. Moi, il faut le faire. Voilà. Et j'ai confié à Henri Vaquin un article, au moins sur la question du travail, justement, dans le sens que tu donnes, c'est-à-dire que c'est pas de la même façon que l'État, c'est pas un endroit oppressif, le travail. C'est pas d'office un endroit oppressif. De la même façon que l'État peut être un État de protection des faibles et de garantie telle que Spinoza l'a posé d'ailleurs, contre la violence aussi, ou Max Weber, de la même façon, le travail peut être subjectivant et non pas aliénant. Or, on a une conception du travail toujours sous la forme de l'aliénation, alors qu'il y a en effet des travaux qui sont aliénants.
mais le travail en soi est subjectivant. Et on en a mis l'exemple de tous les gens qui, une fois qu'ils sont à la retraite, se retrouvent dans un état de maladie et d'effondrement, c'est de ne plus avoir la chance de pouvoir travailler. Eh bien, nous allons faire une seconde pause musicale. Et pour cette seconde pause musicale, nous allons entendre un extrait de Out of Nowhere de Lenny Kravitz. Et nous sommes de retour du côté de Rachid avec pour invité Isabelle de Mecquenem, membre du Conseil des sages de la laïcité de l'éducation nationale, et Gérard Rabinovitch, philosophe sociologue, directeur de l'Institut européen Emmanuel Lévinas, pour présenter L'avenir d'une désillusion, série de 6 tomes publiée aux éditions Hermann dans la collection Questions sensibles, que vous co-dirigez, Isabelle de Mecquenem, avec Céline Masson. Dans Crise de la raison publique, la vie démocratique et ses ennemis, que vous avez dirigé, Isabelle, et pointait le déplacement pervers vers une sorte d'hyper-subjectivisme présenté sous la forme d'une émancipation, mais qui efface peu à peu l'idéal universaliste des Lumières, dans une logique devenue norme d'un chacun pour soi ou chacun sa vérité. Alors la question est peut-être un peu vaste, mais je vais la dire un peu tout à trac, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Oh là là, alors vaste question et sans doute vaste réponse. Il faudrait situer ce constat, ce diagnostic, dans la très longue histoire de l'individualisme, voilà, hein, qui est une affaire occidentale, européenne, une histoire dans laquelle la laïcité a joué aussi un rôle notoire. Mais vous voyez, donc là, on se situe à une échelle pluriséculaire, hein. Ce n'est pas un événement contemporain et un tournant qui se serait passé sous nos yeux, non, ça vient de beaucoup plus loin. Alors peut-être s'agit-il, voilà une hypothèse qu'on pourrait mettre à la discussion, d'un épuisement de cet individualisme, parce que l'individualisme n'est pas
une idéologie nécessairement mortifère. Au contraire, hein, quand on lit certains textes, par exemple, du sociologue Durkheim, c'est un ardent promoteur de l'individualisme qu'il conçoit comme une affirmation de la liberté individuelle. Et pour faire le lien avec ce que disait Gérard Rabinovitch à l'instant, sous la protection de l'État, et de l'État qui était républicain dans son optique. Donc, voilà, moi je souscris aussi à cette acception de l'individualisme. Mais là, effectivement, j'ai préféré parler d'hypersubjectivisme au sens où c'est, encore une fois, l'individu pris en lui-même, comme si cet individu n'avait ni histoire, ni attache, ni passé, ni dépendance, qui doit proclamer en quelque sorte ce qu'il est, à quoi il tient, comment il voit le monde, et que voilà, c'est une espèce de souveraineté, mais j'ai presque envie de dire devenue anarchique. Donc voilà, je verrais plutôt encore une fois le constat en termes d'un épuisement de cette grande et forte tradition de l'individualisme qui a défini l'émancipation moderne, effectivement. Gérard? Oui, je souscris encore une fois aussi à ce que dit Isabelle. C'est pas étonnant non plus, hein, qu'on s'est retrouvé dans un projet pareil à sa co-initiative avec Céline. Mais quand tout à l'heure elle évoquait l'idée de faire un livre sur l'éducation, ça rend complètement en résonance avec ce qu'elle vient de dire là, parce que c'est là où il y a un manquement très important. Mais pas l'éducation seulement au sens scolaire, mais l'éducation au sens fondamental du travail de l'adulte vis-à-vis des enfants. Aujourd'hui, j'emploierai pas personnellement le mot de super subjectivisme, mais je dirais que, en puisant encore une fois chez Freud, qu'on est dans une espèce de narcissisme infantile de toute puissance, comme étant, je dirais, l'élément repère de l'être humain actuel. Freud avait employé une expression, His Majesty the Baby. Et on croit que His Majesty the Baby, c'est le référent de toutes les attitudes aujourd'hui, de tous les caprices, quels qu'ils soient. Et je pense que ce travail-là, c'est un travail qui s'est défait et qui serait à rebâtir et à refaire. Alors, pour terminer l'émission, même si il faut toujours terminer à un moment, mais je suis sûre que nous pourrons poursuivre ces discussions, notamment l'année prochaine à l'Institut Rachi, à l'occasion peut-être d'un cycle de conférences sur lequel nous pourrons travailler dans les prochaines semaines. Mais avant de terminer cette émission, j'aurais une question là aussi assez vaste, mais c'est une question qui s'adresse à l'un comme à l'autre. On voit bien que le constat est très sombre, quelles que soient les perspectives depuis lesquelles on questionne notre civilisation, nos civilisations actuelles. Il y a un constat sombre, mais concrètement, que pouvons-nous faire? Parce que quand on entend crise civilisationnelle contemporaine, surtout depuis quelques mois, on entend immédiatement une sorte de contre-discours qui semblerait apporter toutes les réponses, qui serait celle, par exemple, d'un Éric Zemmour, qui dit mais notre civilisation est effondrée, épuisée, et il faut tout reconstruire. Mais quelle serait une réponse que vous, en tant que philosophe, sociologue, analysant en fait au plus près les questions aussi bien de sociologie comme à l'échelle européenne, concrètement, que pouvons-nous faire? Est-ce que ce discours, par exemple, peut être tenable pour vous, par exemple? À savoir refaire une civilisation ou... Je ne sais pas quel est véritablement l'objet de ce discours politique, mais il y a comme l'idée d'une sorte de refondation politique, mais sur des bases quand même plutôt nationales, voire nationalistes. C'est aussi en fait les discours que l'on a entendus très longtemps pendant la présidentielle. Quand on parle de crise civilisationnelle contemporaine, est-ce qu'il n'y a pas un contrepoids qu'apporteraient en fait vos propres réflexions?
Alors moi, je prendrais le mot civilisationnel dans le sens anthropologique et je parlerais plutôt de crise anthropologique. Donc, vu comme cela, j'ai envie de dire, parce que je fais aussi confiance à l'éducation, comme Gérard Rabinovitch, et je me dis que précisément, nous pourrions changer de vision sur l'école, sur l'institution scolaire, si nous adoptions cette perspective enfin anthropologique, c'est-à-dire en voyant l'école non pas comme un moyen ou comme l'institution qui permet à des individus de s'insérer, comme on dit, dans la société, bon, ce qui est déjà beaucoup, et il faut le reconnaître, mais ce n'est pas la tâche essentielle de l'école. Et je pense que si l'école elle-même se posait la question, mais quel type d'être humain nous voulons former? Voilà, là peut-être qu'on ouvrirait la perspective et qu'on raisonnerait autrement sur l'institution scolaire parce que ça me semble être la clé justement de la question que vous souleviez, Géraldine. Merci beaucoup Isabelle. Gérard, peut-être voulez-vous ajouter Moi, je suis encore une fois tout à fait d'accord, c'est-à-dire que le rôle de l'école, c'est évidemment pas d'être le lieu de la domestication, mais c'est au contraire de prendre au sérieux, de croire à l'aspiration et de la soutenir, cette aspiration de l'enfant de devenir adulte. Et c'est ça qu'il faut encourager. Et c'est ça le travail. Aujourd'hui, il y a une démission de ce côté-là. C'est-à-dire que c'est plutôt les adultes qui renoncent pas à leur enfantillage plutôt que de soutenir en tant qu'adulte l'enfant à le devenir à son tour. Ça, c'est une première chose. Quant à la question elle-même, il y a évidemment une crise de confiance massive, on le voit bien dans les dernières élections. C'est-à-dire, si on ajoute les 30% qui n'ont pas voté, les 42% qui cherchent du côté de l'extrême droite, du nationalisme, comme vous dites, etc., plus ceux qui ont quand même voté pour le président, mais qui n'ont pas voté pour ce président, mais qui ont voté pour le sauvetage de la démocratie, je veux dire, on est dans un symptôme massif que les commentateurs s'évitent de penser. Sur les chaînes d'information permanentes. Les philosophes anciens qui étaient au plus près de la réalité humaine avec une fraîcheur inégalée, disait Léo Strauss, jusqu'à aujourd'hui, avaient déjà repéré qu'en démocratie, il y a une confusion entre liberté et licence. Et que dans cette confusion entre liberté et licence, l'effondrement qui en résultait appelait la tyrannie à l'épisode suivant. Or, quand vous évoquez Zemmour, ce n'est pas Zemmour qui compte, mais ce qui compte chez Zemmour, c'est évidemment son nationalisme, mais c'est aussi sa poulinolatrie. Qu'est-ce que vous entendez par poulinolatrie? Et il voulait un Poutino, pardon. Un Poutino, oui. voilà. J'ai fait un lapsus. Je veux dire, il voulait un Poutine français. C'est-à-dire que l'espoir de résoudre les maux à l'intérieur de la démocratie serait dans l'appel à la tyrannie. Non, c'est justement ça qu'il faut éviter. C'est-à-dire que c'est au sein de la démocratie qu'il faut… La démocratie, c'est une valeur absolue, comme nous l'ont appris Claude Lefort, Ishaïa Berlin, Raymond Aron, etc. Je veux dire, la démocratie, c'est une valeur absolue, surtout quand on connaît l'expérience, maintenant on l'a, des kleptocraties, des tyrannies, des totalitarismes, etc. Il n'y a plus à en discuter. C'est une valeur absolue. Mais au sein des démocraties, il y a une bataille, il y a un Kulturkampf qu'il faut mener aujourd'hui contre les licencieux pour la liberté positive. C'est Ishaïa Berlin qui parlait de ça. Il disait il y a la liberté positive des anciens, c'est celle du bien, et puis il y a la liberté négative des modernes, c'est celle où il n'y a plus d'entrave. Celle de faire des choses bien pour le bien public, et puis il y a celle où il n'y a plus d'entrave. Eh bien, il faut mener aujourd'hui à la fois un sauvetage des valeurs fondamentales, un peu comme Gunther Anders disait, il faut devenir conservateur comme aucun conservateur n'est capable de l'imaginer. C'est une conservation anthropologique, exactement le mot qu'a employé Isabelle. C'est là qu'il faut se situer. Et en même temps, qu'on mène ce sauvetage, il faut mener un combat qui est un combat culturel aujourd'hui, qui n'est pas seulement un combat strictement politique d'intérêt
occasionnel, mais qui nous convoque, quoi. Qui nous convoque pour les années à venir, et peut-être à l'Institut Rachi aussi. Merci beaucoup, merci infiniment Isabelle, merci infiniment Gérard pour cette, pas simplement pour cette discussion, mais pour cette sorte de visée programmatique qui nous est vraiment très important à nous tous. Gérard Rabinovitch, d'ailleurs, nous vous entendrons le jeudi 19 mai prochain à 19 h à la médiathèque Jacques Chirac de Troyes-Champagne Métropole sur le thème « L'humour comme rire de la haute démocratie » qui clôturera le cycle de conférences de cette année « Rire sans foi ni loi ?» point d'interrogation. Donc nous vous entendrons sur place à Troyes le jeudi 19 mai à 19 h à la médiathèque. Et c'est un événement organisé en partenariat entre l'Institut Rachi, la médiathèque Jacques Chirac et l'Institut européen Emmanuel Levinas. Nous pourrons donc approfondir la discussion le 19 mai prochain. C'est donc la fin de cette émission pour aujourd'hui. Merci Eric à la technique. Merci encore une fois beaucoup Isabelle de Meckenem et Gérard Rabinovitch d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Et Plaisir. au grand plaisir. À bientôt. Portez-vous bien. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah.